fédère à un moment donné des groupes de personnes autour d'une musique ou d'un artiste, etc., c'est peut-être quelque chose qui nous dépasse complètement, aussi bien les créateurs que les fans. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous dire que vous n'êtes pas né à la bonne époque ? Moi, oui. Et si j'avais eu le choix, j'aurais passé ma jeunesse dans les années 90. Mon père, lui, les a vécus, et j'ai l'impression qu'il n'en est jamais vraiment sorti. Il écoute toujours la même musique, il traîne toujours avec ses vieilles bagnoles, et il allume toujours sa cigarette avec son vieux zippo. Forcément, j'ai baigné dedans, dans cette culture, et un jour mon ami me parle du label Cri d'amour. Je sais pas, genre c'est juste que c'est une approche qui me plaît davantage et juste qui, à mon sens, relève de quelque chose d'un peu plus mystique, plus mystal, genre en mode putain comment ils ont fait, genre il y a un aspect beaucoup plus émotionnel, plus difficilement explicable, tu vois. Alors, j'ai fait mes propres recherches, j'ai écouté, et ça a été un vrai choc. À tel point que j'ai cherché des informations, et là... rien. Je n'ai rien trouvé. Aucune archive, aucune interview, aucun magazine, rien. Alors l'envie d'en savoir devenait trop grande. J'ai alors contacté Éric Chédeville, l'un des deux fondateurs avec Guy-Manuel Domem-Christo. J'ai acheté un micro et j'ai été lui poser des questions pour essayer de comprendre et qu'il me raconte l'histoire de son label, l'histoire de Cri d'amour. Alors, la genèse, ça a commencé en 1991. Alors, moi, je sortais donc à l'époque aux soirées Space au Rex. C'était les toutes premières teufs techno à Paris. Enfin bref. Et là-bas, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Médéric, dont les parents étaient super potes avec les parents de Thomas. La maman de Médéric était la meilleure amie de la mère de Thomas. Et avec Médéric, à cette époque-là, on a décidé de faire de la musique ensemble. On a fait un premier morceau de techno qui s'appelait Scientific Mission. Et c'est le père de Thomas qui a fait les 3 test pressing en fait. Parce que Thomas, à cette époque-là, il avait même pas 15 ans, je crois, ou 16 ans. Et je l'avais rencontré d'ailleurs chez Médé une fois. Et quelques années après, il m'a dit qu'il avait halluciné parce qu'à l'époque, moi j'avais 21 ans, je pense. Et je lui avais dit, ouais, alors, tu vas aux soirées Space Et il m'avait répondu, mais j'ai 16 ans. Tu vois, genre, C'est marrant. super outré, quoi. Ouais. Et j'ai appris, pour la petite histoire, c'était très drôle parce que finalement, le père de Thomas, il a pas donné suite après avoir pressé ses 3 test pressing. Mais nous, avec Médé, on était trop joyeux d'avoir pour la première fois des vinyles d'un disque à nous. Il m'a avoué en 2014, lors de la cérémonie des Grammy à Los Angeles, quand je l'ai vu pour la cérémonie des Daft Punk, que en fait, c'était la mère de Médé qui lui avait demandé de pas faire le projet parce qu'elle voulait que Médéric finisse ses études d'avocat, quoi. Moi, je dois l'avoir quelque part le titre, mais je sais pas trop où. Mais si tu contactes Médéric, il te le donnera bien volontiers, je pense. Après, il s'est passé encore quelques années, puisque justement, moi, après, en 91, j'ai arrêté de faire un peu la teuf parce que j'avais pris un peu trop de LSD. Et donc, je suis retourné faire des études. Et c'est là que j'ai fait, en fait, une école privée qui préparait au même diplôme que Louis Lumière, en fait. À l'époque, c'était un BTS cinéma, option son, image et photo. Et donc, j'ai pas fait Louis Lumière en soi, tu vois. J'ai fait une école qui faisait le même diplôme qu'eux. Et d'ailleurs, ça a été les 2 dernières sessions parce qu'après, Louis Lumière a changé de statut, quoi. Et c'est vrai que c'était un BTS assez balèze parce que une fois que moi je l'ai eu passé, je m'étais inscrit au CNAM en électroacoustique, acoustique architecturale, et il m'avait pris en 4e année direct.
Et c'est marrant parce que bah ouais, moi j'avais arrêté l'école à 14 ans, donc j'étais pas très bon en maths, quoi. Quand j'ai fait l'école, il a fallu que j'avais pris un prof à la retraite. Et là, je faisais genre 20 heures de cours particuliers par semaine, quoi. Première année, j'ai pas vu le jour. La deuxième, un peu plus. Et puis la troisième, ouais, je commence à aller, quoi. Mais et puis dès que j'ai fini, à peine une semaine après que j'ai fini ce petit intermède des études, bah, j'ai monté mon premier label avec Médéric, justement. Et c'est là que j'ai rencontré Guiman et Thomas. Enfin, Thomas, je te dis, j'avais déjà vu une fois chez Médé, mais là, je l'ai rencontré. Ils sont venus au studio, quoi. Ils sont venus à Punking. On avait des locaux à Nanterre. Et voilà, ils sont venus là-bas. Et nous, on faisait beaucoup de teuf aussi là-bas. Donc, ils sont venus pour tester leur DAT dans nos teufs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi. Après un an de Punking, je me suis fait têche par le financier. C'est là que j'ai trouvé les locaux à Neuilly et que Guiman est venu me voir et qu'on a décidé de créer Cri d'amour. C'était au dernier étage, rue Garnier à Neuilly. C'était vraiment sympa, quoi, parce qu'on avait tout le plateau et c'était genre années 70 avec de la moquette partout. Non, c'était très sympa, on s'est bien marré. Et puis après, bah, on a tout de suite fait de la zik, on a préparé Santa Claus. On avait fait presque tout Santa Claus, mais il manquait un élément important. Et en fait, au bout de quelques mois, il y a un jour, Thomas est passé au studio et il a fait la bassline et c'était sympa. Et voilà, et on l'a sorti. Le label a réussi à créer un son, ou en tout cas une émulsion d'artistes, qui a un son qui est absolument unique, quoi. Est-ce que vous en aviez un peu conscience ou pas trop à l'époque ? Le délire, c'est que nous, on voulait juste que ça soit la musique qui existe, quoi. On était des nightclubbers, on passait notre temps en boîte, donc on faisait des choses pour ce monde-là, quoi. Le monde du club. Alors, au niveau du son, on n'en avait pas du tout conscience, dans la mesure où on faisait le son qu'on avait envie de faire. En revanche, je pense que c'est l'attitude aussi qui est différente, quoi. C'est pas évident à saisir. Je pense que là, on est plus dans quelque chose qui tient de l'aura que d'un truc vraiment réel, en fait. Tu vois, parce que moi, à cette époque-là, j'étais un gros teufeur. Je faisais beaucoup la teuf. Guiman, lui, il était plus sérieux que moi, mais bon, il était aussi un petit peu en marge. Même si on était en club et tout ça, nous, on n'a jamais été des mecs hype. Tu vois, Guiman, par Daft Punk, c'est hype, mais je veux dire, Guiman en lui-même, c'est pas un mec hype. Peut-être maintenant plus, mais à l'époque, sûrement pas. Et moi non plus. Moi, j'ai jamais été dans la hype. Moi, j'étais un mec qui aimait danser en club, se défoncer, faire la teuf. Enfin, voilà, tu vois. J'étais vraiment un vrai nightclubber pur et dur. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence. Si tu veux, c'est juste ça. C'est une question de... Finalement, c'est étonnant que ça transparaisse. Parce qu'on pourrait presque dire que ça ne devrait pas transparaître. C'est pas une question de qualité de musique, en fait. Tu vois, parce que chez Roulé, c'est mortel, tous les trucs de l'époque, il y a plein de trucs super mortels et tout ça. Mais je pense que, ouais, Cri d'amour, ce qui fait sa spécial touch, c'est un truc invisible, en fait. Nous, on voulait rester underground, de toute façon, c'était une volonté aussi. À l'époque, on refusait tout, pratiquement tout. On les compile, on nous avait proposé de faire la BO, enfin de prendre, c'était quel titre Boogie Shell.
pour The Beach. On avait dit non. C'est vrai que moi j'ai fait des études d'ingé son, mais j'étais en marge. En fait, j'ai jamais été quelque part à ma place dans les milieux où j'étais d'une certaine façon. C'est-à-dire que comme j'avais arrêté l'école assez tôt, j'ai fait de la musique assez tôt, mais j'étais dans un truc un peu, encore un truc très différent, parce qu'au début je faisais de la variété française, et puis j'ai fait des films porno pour Marc Dorcel. J'avais à peine 17 ans, tu vois, j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, quand j'ai fait mes études de son, pendant 3 ans, j'ai fait des maths et de la physique jour et nuit, mais en réalité, même si je suis devenu bon techniquement, déjà, j'ai jamais obtenu la rapidité et l'automatisme des mecs qui n'ont jamais arrêté l'école, tu vois, et qui arrivent, qui ont déjà fait maths sup, maths p, où les mecs, tu vois, t'as des automatismes de ouf, quoi. Moi, il me fallait un temps infini pour... alors, peut-être j'avais bon, à la fin, eux, ils avaient faux, mais bon, c'est un peu comme le lièvre et la tortue, quoi, tu vois. Dans ce cas, muter est égal à une application Lipschitz mesure image mu T0 dès que T0 est compris strictement entre 0 et 1. Et pareil, tu vois, j'ai fait de la musique assez tôt, conservatoire, tout ça, mais bon, pareil, mon caractère faisant, je me suis fait virer assez vite du conservatoire. Ah bon, après, j'ai pris des cours particuliers avec des profs, donc j'ai eu l'occasion de faire des duos de piano, donc j'ai approché des trucs sympas, quoi. Mais en même temps, finalement, moi, j'ai jamais perfectionné un art à fond parce que j'ai pas la mentalité pour ça, j'ai peut-être pas le talent d'ailleurs, j'en sais rien, parce que c'est un talent d'être capable de rester 10-12 heures par jour sur un piano. Et c'est pareil pour le son, si tu veux, c'est-à-dire que j'ai à la fois une bonne et vaste connaissance du son, et en même temps, je suis capable de me planter devant un compresseur en me demandant ce que je fous là, quoi. Parce que j'arrive pas même si je pourrais te faire je pense, une bonne analyse technique de ce qu'est un compresseur, c'est comme si ça passait pas quand je fais de la musique, c'est comme si le truc il disparaissait et que j'étais dans un genre de transe et que juste il fallait que j'ai un son, donc j'en ai rien à foutre. Le truc qui s'appelle compresseur ou EQ, tu vois, je vais tourner les boutons dans tous les sens sans chercher à comprendre, juste pour obtenir ce que je veux, quoi. Il y a ce côté, tu vois, qui reste toujours très instinctif. Et c'est pareil, tu vois, quand je fais des accords au piano, bon, bah, je fais des fausses notes dans tous les sens, mais quand même, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, j'ai une patte, en fait, qui est propre à moi, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a Kungs, j'ai croisé Kungs qui me disait oui, j'aimerais bien te voir parce que tu fais des beaux accords, nana, tout ça. Là, il n'y a pas longtemps, pareil, il y a Martin Solveig, il a pris un morceau à moi où j'avais fait des accords, il prend les accords. Mais je sais pas si c'est parce que c'est moi qui les joue, je dois mettre un voicing particulier ou une façon de les jouer qui fait que, voilà, hier, il y a... Ça devient unique, ouais. Ouais, c'est ça. Être producteur, c'est encore un autre délire. Parce que quelque part, je trouve qu'il faut un peu maîtriser tout, quoi. C'est-à-dire, faut jouer un peu, c'est quand même pas plus mal. Faut connaître le son, faut connaître les machines. Et en plus, faut avoir la culture. Parce que c'est bien beau d'avoir des machines, mais si t'as pas la culture qui va avec, ça ne sert à rien, tes machines. Donc, mais non, en studio, moi, même encore aujourd'hui, hein, si tu veux, je finis rarement une journée avant minuit, 2 heures du mat'. Moi, je pense qu'on est très peu maître des œuvres que l'on crée. Alors, bien sûr, l'ego fait que tu te dis c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, non. En fait, moi, j'y crois pas du tout à ça. Je pense que l'art, c'est des concours de circonstances. Ça fait que ça tombe entre les mains d'un tel ou d'un tel, qu'on est d'une certaine façon le dépositaire. La part, sa vraie part à lui, elle est sûrement beaucoup plus minime que la part de ses conditionnements, des rencontres qu'il a faites et de ce qu'il vit, quoi, aussi, tu vois. En fait, c'est marrant, c'est un peu des paliers, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être nul, avoir aucune technique en rien, mais parce que tu as un goût musical extrême et que tu es bien entouré, faire des choses incroyables, sans y connaître rien du tout.
moi, je travaille avec des gens comme ça qui ont très peu de facultés, de skills, quoi, tu vois. Mais par contre, quand tu travailles avec eux, tu fais de la bonne musique, quoi. Parce que les mecs, ils orientent bien le truc, ils ont une super culture, ils ont un goût sûr, enfin, tu vois. Euh, donc, sans savoir servir des choses, si on les aide, ces gens-là, ils font des super trucs. Après, tu as toute une frange qui est non négligeable de la population, qui est bloquée par son apprentissage de la musique. Quelqu'un qui a fait du piano, qui a fait de la guitare, machin, quand il se retrouve à vouloir faire de l'électro, il est bloqué parce que il fait de la musique, alors que l'électro, c'est pas que de la musique traditionnelle. C'est des façons de concevoir qui sont différentes. Et c'est pour ça que la musique, des fois, dans ce contexte-là, ça peut t'empêcher d'en faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu veux, c'est pareil. Il y a comme une... tu vois, dans le diagramme, à un moment donné, il y a une courbe à passer où là, si tu as vraiment développé une technique de ouf, que tu es vraiment au-dessus de tout le monde, bah là, tu peux revenir à faire n'importe quoi. Ceux-là, c'est les plus rares. Hein. Honnêtement, voilà, ça compte sur les doigts d'une main presque. Moi, au début, venant de la musique traditionnelle, entre guillemets, même si j'avais déjà un studio, des synthés et tout ça, quand j'ai découvert l'électro, ça a été un reformatage complexe. Parce que c'était vraiment à l'opposé de la façon que j'avais toujours eu de concevoir la musique. Aujourd'hui, ça semble complètement banal de faire des sons. Enfin, tu vois, la musique d'aujourd'hui, voilà, tout est à l'ordi, tout est électro, donc personne ne se pose de questions. Mais quand en 84, 85, quand tu avais un magnéto 4 pistes et tu vois, et une boîte à rythme, c'était pas encore très net tout ça. Mais le souci qu'il y avait avec toute l'informatique, le software, c'est qu'il y avait une trop grosse offre. DJ. On s'est retrouvé devant trop de choix. L'avantage de ces vieilles machines, Falcon, c'est qu'elles faisaient très peu de choses, mais elles le faisaient bien. Un sample, c'est des contraintes aussi. Tu peux pas faire un pont après un sample, hein, tu vois, je veux dire, un sample, il tourne tout seul. Donc il y a beaucoup de contraintes, il faut apprendre à jongler avec ci, avec ça. Enfin, c'est une autre façon de concevoir, tout simplement. Guiman, il n'est pas vraiment instrumentiste. Tu vois, bon, il joue vite fait un peu de gratte, comme ça. Donc Guiman, il a besoin de gens autour de lui pour l'aider à produire. À part sur les boîtes à rythme ou sur les SP1200 ou des trucs comme ça, où là, c'est aussi un de ses points forts, Guiman, il est très fort en rythmique. Moi, j'adore son style de rythmique. Il est vraiment très très bon. Mais au-delà de ça, du fait aussi qu'il a une culture immense et puis que il connaît quand même les machines, il connaît les synthés, enfin tu vois, même s'il joue pas tout ça, voilà, il connaît les choses. C'est vrai que je pense que son premier talent, son vrai génie, c'est comme, disons que s'il avait été DA dans une maison de disques, c'est lui qui aurait fait le plus grand nombre de tubes, quoi. C'est sûr. Parce que il sait exactement quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Moi, un peu en tant que vieux zikos, tu vois, je peux te proposer 10 riffs sans moi-même être certain de savoir lequel est le meilleur, tu vois. Alors que lui, tu peux lui en proposer 100 tant qu'il n'a pas entendu celui qu'il avait envie d'entendre. Tu vois, c'est quelqu'un qui transige pas. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas mal, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de gens qui peuvent bosser avec lui, parce que il faut aussi une certaine patience. Parce que comme justement, il ne sait pas forcément faire ce qu'il veut, il faut proposer pas mal de trucs. Enfin voilà, c'est pas toujours évident, quoi. Mais par contre, c'est vrai que le combo avec lui, il est toujours gagnant parce que si tu arrives à bien être drivé par lui, en fait, si tu arrives à bien l'écouter, à bien être... bah, il sort de toi le meilleur, quoi. Mais enfin, tu sais, c'est pour ça que je te dis, cette musique, elle est particulière, parce que t'as des tonnes de gens qui sont 100 fois meilleurs techniciens, qui seront incapables de faire une rythmique comme celle de Guiman, ou de trouver un sample, ou
tu vois. C'est là aussi où parfois, en tout cas dans ce type de musique, une certaine simplicité, une certaine naïveté, ça pouvait aider aussi. Le problème de la technique, quand on la maîtrise, c'est qu'on connaît les limites. Nous, avec Guy-Man, à l'époque de Crida, ça nous est arrivé de ramener 2 valises pleines de vinyles de chez Crocodis, tu vois, des grosses valises pleines de vinyles, et après, bah voilà, tu mets ça sur les vinyles, et puis t'écoutes et tu cherches les samples, quoi. C'est un entraînement qui fait que quand tu le fais à haute intensité, c'est un peu comme quand tu as fait du piano ou un instrument, il y a quelque chose qui reste à vie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis au restaurant, il y a de la musique qui passe au resto, s'il y a un sample qui passe, je l'entends direct. Tu vois, s'il y a un truc chinois qui passe et qu'à un moment donné, il y a un break que je pourrais utiliser dans le hip-hop ou quoi, je vais direct, mon oreille va venir me prévenir. C'est-à-dire que j'ai même plus besoin de me concentrer, en fait. Chercher un sample, c'est une attitude. Tu es à l'affût du sample, donc tu apprends à zoomer sur des petits bouts de trucs, des petits bouts de machin. C'est vrai que là, je me suis fait une session il n'y a pas longtemps grâce à Apple avec le nouveau truc de pouvoir baisser le fader des voix. Alors ça, c'est... laisse tomber, quoi. On aurait eu ça à l'époque avec Guy-Man. Laisse tomber, quoi. Je sais pas combien de cris d'amour on aurait sorti, mais on aurait sorti 50 fois plus, quoi. Moi, je trouve que ça ouvre une nouvelle page, tu vois, à la culture sample, quoi. Moi, j'attends... Enfin, là, je suis en train de produire un album et j'ai trop hâte, quelque part, quand je l'aurai fini, de commencer à me foutre là-dessus, justement, sur ce nouveau type de sample, quoi, tu vois. Où tu peux... T'as une liberté que t'avais pas du tout à l'époque, quoi, de pouvoir extraire des trucs, c'est génial. Régulièrement, je me fais des sessions pendant quelques jours, tu vois. Quand j'ai eu le truc là du fader d'Apple, pendant une semaine, tous les soirs, pendant 2-3 heures, je réécoutais tous les vieux trucs de funk en enlevant les voix, quoi. Et dès qu'il y avait un truc je foutais dans la playlist New Sample. Je dois en avoir 50, des playlists New Sample, d'ailleurs. C'est marrant, mais quand j'ai du temps libre, je ferais justement, c'est con, mais je mets des trucs de côté, quoi. En fait, moi, c'est pas mon kiff ultime que de faire du son pour moi, quoi. Rico the Wizard, je crois qu'il n'y a que Cannabissimo. Le truc qui s'appelle Smoke Weed Everyday. C'est un track que j'ai fait à l'époque de Cris d'amour, qui est sorti sur un label qui s'appelait, je sais plus comment. Et la compil s'appelait Cannabissimo et c'était que des morceaux en relation avec la weed. Et je crois que celui-là... Et encore, je crois même pas, parce que je crois même que sur le disque, il est crédité Cris d'amour. Et puis il y a des fois des morceaux que je fais tout seul mais qui sont comme des remixes, comme par exemple celui que j'ai fait pour Darling, le remix qui s'appelle Spell of Love, qui est vraiment en fin de compte un genre, c'est quasiment du nightclub en réalité, quoi. Mais que je fais tout seul, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, je produis pour moi quand je produis pour les autres, d'une certaine façon. Parce que, enfin, pas dans tous les cas de figure, mais il y a plein de cas de figure où mon apport musical est tellement important qu'en réalité, je rentre dans la compo. Et, enfin, tu vois, je deviens presque co-compositeur de l'œuvre au bout d'un moment. Ouais, sur l'album, là, j'ai écouté sur le trajet l'album de Mélanie.
Il y a certains morceaux, It's Not Too Late. Alors c'est marrant parce que It's Not Too Late, c'est le seul morceau de l'album, effectivement, où il y a un sample. C'est marrant, c'est le seul morceau de l'album où il y a un sample. Et du coup, pour faire un clin d'œil, à l'intro, j'ai mis des vagues. Mais attention, à l'album de Mélanie, j'ai rien fait dessus. Enfin, je l'ai produit, quoi. C'est-à-dire que voilà, avec Mélanie on a discuté pour avoir Tony Allen comme batteur. Tony nous a présenté un pote bassiste. Enfin voilà, on a été en Macédoine pour enregistrer des violons. C'est un mois d'août, carte postale. Sur l'ovale de ton visage timide se pimente une barbe, poivre et sel. Tout humide de sa naissance nouvelle, aussi beau qu'un bijou étincelle. Sur tes cuisses, le galbe se redessine. Végétal d'or, de pourpre et de caoutchouc. L'air astral est doux, sur ton regard ruisselle et s'échoue. La rivière en léger remous vers chou. Moi j'ai fait le son, j'ai fait, tu vois, ce genre de DA. Mais tu vois, c'est marrant, ça c'est le genre de projet underground, pareil, où tu sais qu'il n'y a pas de marché pour ça. Tu le fais pour le plaisir de la musique, parce que tu penses que c'est bien. Et puis, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait 500 vinyles. Il n'y a que FIP comme radio qui passe cet album. Mais tu vois, il y a 2 mois de ça, il y a Eddie Slimane, tu vois, le créateur, qui a appelé Mélanie en personne pour prendre un des morceaux de cet album pour sa prochaine... Alors au début, c'était juste pour un de ses défilés. Donc il lui a demandé de faire un edit de 12 minutes d'une de ses chansons, là. Et puis finalement, ils le prennent pour la campagne de parfum, je crois, pendant 3 ans. Donc c'est marrant, tu vois. Moi, je dis toujours, la bonne musique, ça trouve son chemin, et c'est pas faux, en fait, quoi. Tu vois, quand tu fais des trucs solides, sérieux, même si c'est pas dans un paysage forcément accessible, businessment parlant au moment, mais tu vois, c'est un album, j'aurais pu le faire il y a 15 ans et je pourrais le faire dans 15 ans. Tu vois, il aurait pu sortir il y a 15 ans, il aurait eu le même son, et si je le sors dans 15 ans, il aura le même son. Donc c'est finalement, voilà, la boucle est bouclée, on pourrait presque dire. Là, en ce moment, je travaille avec un pote... sur son album qui s'appelle Prince 85. Je travaille là-dessus parce que la musique m'intéresse. Parce qu'on est justement entre un truc super... autant codé que décodé, avec des références qui vont des années 80 jusqu'à nos jours, mais sur une touch moderne. Donc là, le truc m'intéresse. En fait, moi, j'aime bien que ça m'intéresse, en fait. Et là, ça fait 3-4 mois qu'on est sur cet album, et là, je m'amuse bien, quoi. Donc, faut toujours qu'il y ait un intérêt. Tu vois, si Thomas, à un moment donné, il a eu envie de faire du classique, plein de gens peuvent se dire, mais pourquoi il a envie de faire du classique? Mais en fait, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. À ce moment-là, moi, j'ai l'impression depuis longtemps de questionner mon rapport à la technologie. Et, Thomas Bangalter. La place de la technologie dans ma vie et dans mon processus créatif. Moi, il y a des périodes où j'ai envie de faire du hip-hop, il y a des périodes où j'ai envie de faire du reggae. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé Boom Bass en lui disant « Tiens, ça te dirait pas qu'on fasse un bœuf de funk ?» Je crois que... Ouais, quand t'es là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ton quotidien, tu te poses pas de questions sur le pourquoi de tu fais les choses, ou vers où ça va, ou le sens, ou ci ou ça. T'es juste en train de vivre ta life, quoi. Mais enfin, Thomas et Guiman, c'est pas Daft Punk, quoi.
Enfin, je veux dire, Thomas et Eddie Guimans pris séparément, c'est vraiment différent. C'est comme Nicolas Godin et Jean Benoît, tu vois. À partir du moment où une entité de groupe se sépare, quoi qu'il fasse, ça sera pas pareil. Et c'est vrai que ça, il y a toujours les nostalgiques qui s'en remettent pas, mais c'est juste la réalité de la vie, quoi. Moi, je dis toujours, je connais pas très bien Daft Punk, hein, je connais très bien Guiman et Thomas. Avec eux, j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler une vie privée, en fait. Pour moi, ils sont dans ma sphère de vie privée, même pas dans ma sphère professionnelle, pour ainsi dire. En 2006, on a produit Tellier. Après, quand je me suis marié, Guiman, c'était le témoin de mon mariage, c'était le parrain de ma fille. L'année des Grammys, le Noël d'avant, il était à la maison avec ses gosses. 4 jours avant la mort de sa mère, j'étais en train de discuter avec elle. Enfin, tu vois, on partait en vacances en Afrique chez sa mère. Donc, si tu veux, j'ai pas du tout... moi, j'ai pas la vision que peuvent avoir les fans. C'est ça la magie des choses, en fait. C'est pour ça que je dis que ça nous appartient pas tant que ça, parce que finalement, c'est des êtres humains ordinaires qui font des choses extraordinaires, alors qu'ils restent des êtres humains ordinaires. Mais donc, moi, j'ai toujours dissocié très fortement la personne de l'art qu'elle produit. Parce que je pense que l'art qu'on produit, en fait, la part de notre ego qui la produit, elle est relativement minime par rapport au conditionnement qu'on a subi pour arriver à la produire. Et à notre histoire, et au parcours, et à ci et à ça, quoi. C'est tellement des concours de circonstances, tout ça, tu vois. Je veux dire, les Daft Punk, tu les fais arriver 2 ans plus tôt, ils font un beat, 2 ans plus tard, c'est trop tard. Donc c'est une conjoncture des étoiles, une conjoncture des choses qui nous dépasse totalement, en fait. Et on surfe dessus, et parfois on a l'orgueil d'imaginer qu'on en est les créateurs. Ce qui est même dur des fois, c'est de s'accepter comme on est. Tu vois, par exemple, moi je fais des beaux accords, c'est super, mais moi j'aurais préféré être un super jazzman qui fait des solos de ouf. Mais non, j'ai pas pu faire ça. C'est comme un mec qui d'un seul coup se rend compte que tiens, il est marathonien, quoi. Ah bah merde, je suis marathonien. Ah bah c'est con, je voulais faire de la voile. Bah ouais, mec, mais t'es marathonien. Donc mec, il va faire des marathons, quoi. Et c'est dans la musique, il y a tout un processus assez long. Enfin, ça dépend pour qui, mais pour moi en tout cas, qui a été assez long, d'accepter ce que je suis, en fait. C'est-à-dire d'accepter que quelque part, c'est presque ma non-maîtrise qui fait mon talent. Et ce qui fait mon talent, c'est ce côté touche à tout, qui sait sans savoir. Parce qu'au bout du compte, je sais évidemment ce que j'ai envie d'entendre. Hein. Mais c'est un peu comme un truc que tu sais que tu vas jamais atteindre. Le son absolu, quoi, tu vois. En fait, c'est un peu quand tu es en studio, tu essayes de répercuter ton premier LSD, quoi. Donc le truc impossible. On représente quelque chose aux yeux des autres, mais pour soi-même, on représente pas la même chose. Je me rappelle un jour, à l'époque où je bossais avec Romain Tranchard, là, de Mojo, on avait fait un remix. Je pense que c'était Salif Keita. Il était venu au studio, tout ça, et en discutant avec lui, je m'étais rendu compte qu'en fait, lui, son rêve, ça aurait été de faire du rock, quoi. Et qu'il aurait voulu faire du rock. Mais bon, c'est un Africain qui fait de la musique africaine. Voilà, en fait, on fait pas toujours ce pourquoi on... Voilà, exactement. Okay. Et je pense que les meilleurs, c'est ceux qui se laissent emporter, finalement, par leur talent. Voilà, c'est ça. Voilà, par le courant, exactement. Ok. On n'est pas, nous, tu l'auras compris, c'est pas la politique de Cris d'amour, ni de l'époque, ni d'aujourd'hui, de faire fructifier Cris d'amour. Il n'y a pas longtemps, il y a une nana, une sociologue, bac plus 8, là, ou 9, ou 12, je sais plus d'ailleurs, qui écrit un bouquin qui est assez intéressant sur la sociologie, par rapport à l'électro house et tout ça, qui est venu aussi me faire une assez longue interview. Ouais, des trucs à droite à gauche, mais non, ça se bouscule pas. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt constant, quoi. Ça descend pas, en fait. C'est comme un petit intérêt, mais qui est toujours très vif. Et surtout, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est des jeunes. Souvent, je reçois des trucs de mecs, de gamins de 15 ans ou 20 ans qui me disent « Ouais, j'adore. » Je trouve ça me fait presque bizarre parce que, si tu veux, encore une fois,
Pour les artistes, nous, ce qu'on a vécu, c'est la musique, c'était une partie d'une histoire qu'on vivait. Même si c'était une très grosse partie, hein, c'était quand même une histoire qu'on vivait, qui était liée à un quotidien, une façon de vivre, quoi. Donc voir des gens qui sont nés après cette période-là, donc qui n'ont pas du tout connu la vibe de cette période-là, et qui deviennent fans quand même, c'est vrai que moi, ça me laisse toujours un peu perplexe. Ce qui est intéressant, c'est d'observer les choses, mais de ne pas en tirer de conclusion. Parce que je pense que des fois, comme ça, dans la musique, dans l'art, il y a des choses qui tiendraient presque du quantique. Tu vois, de la même façon que des photons peuvent être en parfaite cohérence alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes systèmes temps-espace, eh ben, je pense que l'art, c'est justement ça. C'est ce système de portes, de portes qui t'ouvrent sur des états de conscience différés ou bien modifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces flux-là, tu vois c'est un peu comme, on pourrait presque dire, c'est comme là, tu vois, là récemment, il y a eu les agriculteurs. Pourquoi il y a un mec qui se lève avec son tracteur et 2-3 jours après, la France entière est bloquée, quoi. C'est des mouvements qui semblent explicables, mais qui en fait sont inexplicables. Quand tu lis Tolstoï, Guerre et paix, c'est ce qu'il démontre pendant tout son bouquin. Qu'en gros, si Napoléon n'avait pas eu un rhume, il n'y aurait pas eu la guerre de Russie, quoi. C'est... Et ça, tu vois, ça montre que... je sais pas pourquoi on parlait de ça, d'ailleurs. J'ai perdu le fil, là, tiens. On en revenait Oui, et Victor Hugo aussi a beaucoup parlé du peuple, etc. Et donc, qu'est-ce qui fédère à un moment donné des groupes de personnes autour d'une musique ou d'un artiste, etc. C'est peut-être même pas du tout ce qu'on croit. C'est peut-être quelque chose qui nous dépasse complètement, aussi bien les créateurs que les fans. Donc encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est observer, tu vois, sans jugement, regarder, me dire tiens c'est marrant quand même ce truc, alors qu'on a fait 0 pub, 0 interview, 0 compile. En 2025, t'as encore des jeunes de 20 ans qui sont à donf là-dessus. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, mon fils qui a 22 ans, pareil, il est descendu dans la cuisine. Quoi, c'est toi qui as fait Santa Claus? Je savais pas, c'est génial. Ouais, tu sais pas. Ouais. C'est incroyable. Il fait une intro d'1 minute 10, mais vous abusez et tout. Ouais, l'intro elle est mortelle. Vous abusez grave et tout. Et c'est marrant, quoi. Tu te dis. C'est. Mais encore une fois, voilà, c'est. Moi, je peux pas tirer de autre chose que de me dire c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas moi, je sais pas comment dire. Enfin, tu vois, c'est à l'époque, on était là, on était une bande de potes, on faisait la teuf. Accessoirement, on avait des machines, on a appuyé sur des boutons et ça a fait ça, quoi. Merci à Rico de m'avoir raconté une époque que je n'ai pas vécue. Ce podcast a été réalisé par Quentin Vandenacker.